Collega's. Goedemiddag en voor anderen goedemorgen. We openen deze zitting. Verscheidene mededelingen moeten aan de Kamer worden gedaan. Zij zullen op de website van de Kamer geplaatst worden en in de bijlage bij het integraal verslag worden opgenomen. Collega's, wij hervatten de bespreking van de verklaring van de regering. Het woord is aan de heer Franken. Geachte voorzitter, waarde collega's. De voorbije dagen ontstond er veel commotie over een aantal uitspraken van mij in het verleden. Ik besef dat ik hiermee mensen heb gekwetst. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik wil me bij deze oprecht verontschuldigen. Ik garandeer u dat ik de staatssecretaris zal zijn in het belang van alle inwoners van dit land, met groot respect voor iedereen. Dank u wel, meneer Franken. Wij nemen akte van uw verklaring en straks komt u aan de beurt bij de bespreking van het asiel- en migratiebeleid. Zoals afgesproken, collega's, gaan we onze lijst verder afwerken. Te beginnen met het hoofdstuk over de justitie. De eerste spreker van vandaag, c'est Madame Eugène. Madame, vous avez la parole comme convenu pendant 10 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, en tout cas, je suis bien contente de vous voir. Je vous ai attendu toute la nuit pour pouvoir intervenir. À mon avis, je suis allée dormir quand vous vous réveillez. Mais bon. Alors, lorsqu'on lit le volet justice de l'accord de gouvernement, c'est le caractère flou de son contenu, en tout cas, qui me surprend. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention. Le gouvernement va examiner telle problématique, telle piste sera envisagée par le gouvernement, mais on ne sait toujours pas l'orientation qui sera effectivement prise. Donc, à ce stade, nous ne savons toujours pas à quoi nous attendre et les citoyens non plus. Mais dès à présent, je me permets de relever, comme notre chef de groupe l'a fait hier, le caractère extrêmement managérial et sécuritaire en fait de ce chapitre. Manifestement, l'important est de faire du chiffre, d'avoir une justice extrêmement rapide, peut-être au détriment d'une bonne justice, compréhensible par les citoyens et accessible à tous. Encore évidemment, faut-il financer toutes ces mesures que vous avez envisagées, puisque le ministre du Budget l'a bien répété et il l'a annoncé que tous les départements devront participer à l'effort budgétaire, donc je suppose que le département de la justice en fait partie. Pourtant, les comptes de la justice sont mal en point, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le procureur général de Liège lui-même, puisque nous apprenons qu'il manque 90 millions d'euros à la justice pour couvrir les frais engagés par les parquets et les juges d'instruction afin de mener correctement leurs enquêtes. Donc, avant de faire des promesses, il faudrait vraiment envisager la faisabilité, en tout cas au niveau du budget, de toutes ces mesures. Alors, en matière d'accès à la justice, un point vraiment très important, puisqu'on le sait, l'accès à la justice est vraiment un problème pour les personnes les plus précarisées. Or, l'accord de gouvernement est également très flou sur ce thème. C'est vrai que vous avez à nouveau envisagé plusieurs pistes. Vous proposez aux personnes moins bien loties de privilégier les alternatives aux actions en justice, telles que la médiation ou la conciliation. Vous savez aussi que mon groupe a toujours été favorable pour ce type d'alternative, mais devons-nous comprendre que seuls les riches auront accès au procès. Alors, une autre piste, et c'est votre proposition principale pour financer l'aide juridique, est de promouvoir l'assurance protection juridique. Bien, très bien, mais encore faut-il que les assurances jouent le jeu. Jusqu'à présent, en matière pénale et familiale, ils ont quand même refusé de le faire.
Toujours sur le chapitre justice, je m'étonne en tout cas de voir que l'aide juridique est un des rares cas où l'accord de gouvernement prévoit une ligne budgétaire, puisqu'on maintient l'enveloppe fermée. Vous savez aussi, lors de la dernière législature, les problèmes que ça avait engendré, avec une demande croissante et donc la valeur du point qui diminue. Les avocats ne savent pas à quoi s'attendre et il faudrait quand même une certaine sécurité juridique. Je tiens aussi à rappeler que l'EMR avait en tout cas promis des moyens supplémentaires pour justement sortir de cette enveloppe fermée. Alors une autre piste aussi, c'est d'instaurer un ticket modérateur. Alors sur ce point non plus, c'est assez flou parce que nous ne savons pas exactement si des exemptions seront prévues comme l'avait préconisé le Conseil d'État, si vous prévoyez aussi des montants évolutifs en fonction de la situation financière des bénéficiaires, et qu'en est-il aussi du caractère raisonnable de la contribution afin de permettre à chacun de défendre ses intérêts. Alors toujours pour financer l'accès à la justice, on prévoit la création d'un fonds alimenté par les condamnés au pénal, alors qu'on sait pertinemment que les condamnés au pénal sont souvent sans argent, qu'ils doivent par ailleurs contribuer au fonds des victimes d'actes intentionnels de violence, qu'ils doivent indemniser les parties civiles et donc éventuellement en bout de course alimenter ce fonds pour financer l'aide juridique. Donc je crains sincèrement que ces mesures restent vraiment de la poudre jetée aux yeux et que nous n'arriverons pas à alimenter les caisses de l'aide juridique avec ce fonds. Le second point que je voulais aborder concerne vraiment le volet justice pénale de l'accord. Pour moi, c'est sans surprise, ce volet n'a pas trop d'ambition. Il est envisagé sous un angle strictement sécuritaire et risque de coûter très très cher. On dit que pour lutter contre l'arriéré judiciaire, on va apporter des modifications à la procédure pour la rendre plus rapide, plus efficace. Mais Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela signifie? Veut-on supprimer des possibilités d'agir en justice ou alors veut-on supprimer des possibilités d'interjeter appel, donc un second degré de juridiction? Alors par la même occasion, puisque vous voulez réformer la procédure, diverses commissions vont voir le jour. Comme c'est original, puisque vous le savez, il y a eu la commission Le Gros pour le code pénal et la commission Franchimont pour la réforme du code d'instruction criminelle. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas avancer concrètement? En matière de justice pénale, vous avez également prévu des périodes de sûreté qui seront instaurées, mais est-ce que de telles périodes ne sont pas inutiles parce que premièrement, il existe déjà la loi sur la libération conditionnelle et deuxièmement, cela revient à nier la responsabilité du tribunal d'application des peines qui a quand même été créé pour ce genre de cas, pour les détenus qui ont plus d'un certain nombre d'années et qui ont donc nié la possibilité au tribunal d'application de peine de mettre en œuvre la mise à disposition du gouvernement, qui est quand même une faculté qui lui appartient. Nous savons aussi que ces périodes de sûreté sont contre-productives. Elles n'ont pas vocation à lutter contre l'impunité ou de mieux protéger les citoyens et la société, puisqu'on nie à la personne la possibilité d'évoluer et de changer. On ne va pas le responsabiliser, ça va seulement créer des personnes complètement désespérées, fous parce qu'ils ne verront pas une perspective d'avenir, ils ne travailleront pas à leur réinsertion si la possibilité de sortir de prison est envisagée dans 30 ans, par exemple. Et donc, votre accord table clairement sur leur incapacité, en tout cas, à s'amender, à s'intégrer dans notre société. Et ça, c'est dramatique. Ce sont pour moi, en tout cas, des mesures populistes qui n'ont jamais, mais en tout cas jamais, et même selon les experts, jamais prouvé leur efficacité en matière de lutte contre la criminalité. Au contraire, nous savons aussi que la libération anticipée s'accompagne d'un encadrement social et qui permet aussi à la personne qui a purgé sa peine de ne pas se retrouver démunie face au monde qu'elle retrouve après des années passées en prison.
Donc si je fais l'équation, je dirais plus de peine dans votre accord, moins de réinsertion, plus de surpopulation. Évidemment, vous avez aussi vous avez envisagé de construire de nouvelles prisons. Nous le savons tous, c'est très coûteux et ça n'a jamais résolu en tout cas le problème de la surpopulation carcérale. Donc, hormis la construction des nouvelles prisons dont on sait qu'elles ne sont pas la solution miracle, rien n'est vraiment prévu dans l'accord pour lutter contre la surpopulation. Et par ailleurs, je reviendrai aussi très rapidement sur deux autres points qui retiendront notre attention lors de cette législature. Évidemment, ce chantier de la réforme du paysage judiciaire qui pourrait, je dis bien pourrait, remettre en cause un acquis essentiel qui est quand même la proximité de la justice et à l'égard du justiciable. Et dans un second temps, la création d'un tribunal unique, donc censé regrouper le tribunal de première instance, le tribunal de commerce et le tribunal du travail. Donc le retour de ce monstre, je veux dire, de grand tribunal pourra aussi avoir comme conséquence de faire disparaître les